Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent et... Eh bien, que les 10 ou 11 millions d'électeurs du Rassemblement national ont été cocufiés une fois de plus. Il y a eu une scène assez admirable, les gens de la NUPES, mais également les macroniens, sauf exception, sauf Darmanin et puis je ne sais plus quel gigouin, ont tous refusé de serrer la main du Benjamin qui était le gardien de l'urne dans laquelle s'opérait le vote. Par bulletin secret. Alors il baissait la tête, il tournait la tête, il regardait ailleurs. Enfin, c'est d'une grossièreté. Pourquoi? Ce sont des pestiférés. Mais dans quel pays vivons-nous? Enfin, ces gens n'ont plus la moindre politesse, ne parlons pas de courtoisie. C'est quelque chose de proprement hallucinant. Enfin, c'est une scène hallucinante, désolante. C'est comment peut-on alors c'est au troisième tour que Madame Pivet est passée, et comme d'habitude, avec les voix évidemment des Républicains. Donc la Macronie n'est soutenue que par les Républicains. Et la grande leçon à tirer de tout cela, au vu, puisqu'on en était au troisième tour, hein, au troisième tour des législatives. Non, au troisième tour, les européennes, les législatives, elles durent troisième, donc on est au quatrième tour. C'est que les perdants sont finalement les gagnants. Ceux qui ont le moins de voix dans ce pays arrivent par pur et simple mécanisme magouilleur politique à l'emporter. Voilà, les perdants sont les gagnants parce que les perdants se coalisent, en tout cas se coagulent, au moins le temps d'une fête, et voilà. C'est proprement hallucinant. Rappelons que Madame Braun-Pivet est le troisième personnage de l'État après le président. Le président du Sénat, Monsieur Poher, et elle-même arrive, le Premier ministre n'arrive qu'en quatrième position, j'imagine. Donc, on voit Il est qui 11 tient le heures. pouvoir et qui continue à le tenir d'une main ferme. Oui, alors Madame von der Leyen a été également réélue. On fait semblant de bouger les choses, mais tout reste immuable. Madame von der Leyen a quelque chose en commun avec Madame Clinton, c'est qu'elle perd ses courriels. Et chose extraordinaire, elle a commandé pour 36 milliards d'euros directement par courriel, c'est-à-dire par texto, à Monsieur Bourla, patron de Pfizer, des vaccins dont la plupart n'auront pas servi, ou en tout cas des vaccins qui ne protégeaient pas contre le Covid, qui n'immunisaient pas, donc qui n'empêchaient pas la contagion, et qui, plus est, se sont avérés être mortifères, pour ne pas dire mortels, pour un certain nombre de nos concitoyens. Il faudra un jour que les statisticiens se penchent sur les chiffres réels de la mortalité dans toutes les catégories de population, et notamment chez les jeunes. Bon, donc Madame von der Leyen, peut-être est relève de la catégorie de la grande famille des assassins, mais elle a été réélue. Alors pour une fois, le Rassemblement national ne s'est pas totalement soumis, ils n'ont pas voté pour elle. Tant mieux, mais enfin le Front national n'en finit plus de ramper pour essayer de se faire dédiaboliser, mais on voit l'histoire des poignées de main que je viens d'évoquer montre bien que la dédiabolisation, ça marche pas dans certains milieux, ou en tout cas dans la classe dirigeante. Tout cela est lamentable parce qu'à travers ce Benjamin, ce cadet, ce jeune député, c'est la France entière qui est méprisée, qui est foulée aux pieds.
Ces gens n'ont ni honneur ni rien. Je parlais de courtoisie, mais c'est un mot là qui doit être utilisé avec force pour stigmatiser ce type de comportement et qui montre que nous sommes quand même dans un climat, pour ne pas dire une atmosphère, de pré-guerre civile, ou en tout cas de guerre civile froide, de guerre civile idéologique. C'est triste pour notre pays. Espérons qu'un jour ou l'autre, l'abcès finira par crever et emporter tous ces gens-là dans le flot de pu qu'il déversera. C'est très simple. Certains ont eu des doutes en disant que c'était un attentat organisé contre le futur président Trump. Je dis futur parce qu'il y a de grandes chances qu'il le soit. Si, il n'y a pas une seconde tentative d'assassinat réussie, celle-là, beaucoup ont pensé que ça pouvait être un coup monté, façon le faux attentat de l'Observatoire de Monsieur Mitterrand qui avait permis de relancer une carrière déclinante. Mais Monsieur Mitterrand n'a jamais été véritablement un homme politique. C'était un super magouilleur. Ces gens-là, je pense Macron et depuis Mitterrand avec son Premier ministre Mauroy, qui a fait 2 gouvernements successifs, si ce n'est 3, sont des gens qui ne savent que piller l'économie, épuiser les ressources d'un pays. Aujourd'hui, ce que voudrait faire la NUPES et ses copains et ses coquins d'associés, c'est épuiser les 700 milliards de réserves des bas de laine des Français, de leur épargne. Hein, c'est bon. Ces gens-là vivent au crochet, ce sont des parasites et je termine en disant, ils sont très forts ils sont infiniment nuls en économie et très, très forts en magouille politique. Ça, faut leur reconnaître, salut les artistes, il faut leur reconnaître cet immense mérite. Alors pour Monsieur Trump, beaucoup ont pensé que, à l'instar de Monsieur Mitterrand, Monsieur Trump s'était fait auto-tirer dessus, enfin ce qui est absurde puisque sur les 3 personnes atteintes, apparemment, il y aurait déjà 2 morts. Hein. Le troisième étant, puisque une balle de fusil d'assaut, ça fait des dégâts. Ça fait un petit trou en entrant et un très gros trou en sortant. Et eh bien, je pense, moi, personnellement, qu'il y a eu effectivement une conspiration, une conjuration, appelez ça comme vous voudrez, mais qui s'est traduit par l'inefficacité du dispositif. Je ne mets pas en cause les agents de sa garde rapprochée, du fameux Secret Service. Il avait d'autant qu'il avait aussi du personnel privé embauché par lui-même, mais la façon dont les choses ont été organisées de façon générale, comme si on avait voulu véritablement créer les conditions de cet attentat au mieux et le faire réussir. Alors, je ne fais pas seulement allusion à la rumeur, c'est une rumeur, je ne peux pas la vérifier, selon laquelle un tireur d'élite du Secret Service aurait signalé la présence d'un tireur, non pas embusqué, puisqu'il était visible par la foule, sur le toit d'un hangar. Ceci pendant de très longues minutes. Certains ont même parlé de 20-25 minutes, ce qui est hallucinant, sans que les autorités, ni la police, ni tous les personnels prépositionnés pour ce type de situation ne soient intervenus. Alors, l'un des tireurs d'élite aurait signalé, aurait dit, j'ai en ligne de mire un homme armé d'un fusil, ai-je l'autorisation de tirer? On lui aurait dénié cette autorisation, qui n'est venue qu'après les coups de feu. Donc, a-t-on laissé faire délibérément cette action qui eût dû être meurtrière. Hein. Ça a été Trump n'a eu sa vie sauvée qu'à un cheveu, c'est le cas de le dire, enfin plutôt à un bout d'oreille.
Et il y a une image très amusante où on voit le fameux portrait, autoportrait de Van Gogh avec l'oreille bandée. Et là, on a mis l'intelligence artificielle ou Adobe Photoshop a mis le visage de Trump. Bon, revenons. Alors, surtout, la façon dont la protection a été organisée. Ce jour-là, l'élite du Secret Service était affectée à quelques kilomètres de là à une soirée organisée par Madame Biden. Et il s'agissait de la protéger et de bien la protéger, alors qu'il y avait, paraît-il, dans sa réunion une petite quinzaine de personnes. Et donc, elle ne risquait rien et personne ne vise la vie de Madame Biden, et bien évidemment. Par contre, Trump, lui, était dans un rassemblement de plein air avec 18 000 personnes et donc des risques qui pouvaient être considérés comme majeurs. Donc, il n'y avait qu'une toute petite partie des troupes, enfin, ou des personnels affectés à ce type de mission. Seulement deux, je crois, deux équipes de deux ou de trois pour la surveillance des points dominants. Les, là où il aurait fallu trois ou quatre équipes. C'est donc sous-effectif de ce point de vue-là. Et puis, surtout, on a affecté un certain nombre de dames au Secret Service parce que la nouvelle cheftaine de ce service crucial pour le bon fonctionnement de la Grande Amérique est une femme qui est un tantinet wokiste ou post-féministe, je ne sais pas, et qui voulait absolument 30% de femmes dans son personnel. Mais pensez que M. Trump fait 1,88 m, qui doit peser à peu près 100 kilos. Vous imaginez des dames aussi bien intentionnées soient-elles, portant ou protégeant, un personnage de cette non seulement de cette envergure, mais de cet acabit. C'est, tout ça est proprement dérisoire. Donc le secret de service est aussi un, un service d'État qui est en pleine déliquescence. Personne n'a vu d'ailleurs les agents brandir les fameuses plaques de Kevlar destinées à arrêter des balles, ni même faire véritablement barrage de leur corps. On en a vu un lever le bras, le pauvre homme, grâce au ciel, il n'a pas eu une balle dans le bras. Mais voilà, et puis Trump, comme un joueur de rugby émergent d'une mêlée, s'est soulevé, a brandi le poing, fight, fight, fight. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la convention républicaine, la foule a brandi le pride en disant fight, fight, fight. Et il y a une super journaliste de ces journalistes 2.0 qui a dit que en fait le meeting de Trump était une cérémonie nazie parce qu'ils avaient brandi la main, mais non, c'était avec un poing fermé, point de combat qui était un symbole. Ça nous renvoie aux Jeux Olympiques de Mexico où les deux gagnants je veux pas dire le mot sprint, du 100 mètres, qui était de noir d'une extrême vélocité, avait brandi un poing ganté. C'est plutôt un signe de gauche et d'extrême gauche. Mais là, fight, fight, fight. Voilà. Donc, on peut dire que ces défaillances multiples dans la protection du futur président Trump, enfin je souhaite que ce soit lui, malgré toutes les ombres qu'il y a au tableau, et Dieu sait qu'il y en a, font peser une suspicion d'organisation dans la défaillance. Mais pourquoi pas? Il paraît, j'avais un ami, le jour même, je lui ai dit, il en avait été choqué a posteriori, enfin choqué au sens que Trump allait être assassiné. C'était la dernière option du système qui a le dos au mur. Biden, bien évidemment, ne fait plus le poids. Il est totalement sénescent. Et
donc Trump doit être, comme le Rassemblement national, doit être éliminé à tout prix. Ne serait-ce que parce que chercher une explication matérialiste, le complexe militaro-industriel qui se fait des couilles en or avec la guerre d'Ukraine, également avec Gaza, où l'on massacre à cœur joie, si je puis dire. Rien que pour l'explication style pétrole, mais il y en a évidemment bien d'autres. Il y a des explications eschatologiques, géopolitiques, géostratégiques, et j'ai bien dit eschatologiques parce que, in fine, la plupart des crises et des conflits ont une dimension métaphysique. Voilà. J'ai évoqué les ombres dans la personnalité de Trump et de la politique qu'il pourrait conduire. Eh bien, c'est très simple et en deux mots, l'Amérique n'est pas l'Europe. L'Amérique est un pays de croyants, est un pays à l'origine judéo-protestant, calviniste, et vous avez au moins parmi les évangélistes, qui sont 100 millions dans le monde, environ à la louche, 30 millions de chrétiens sionistes, qui sont aussi bien d'ailleurs juifs. Il y a des sionistes chrétiens et des chrétiens sionistes aux États-Unis qui veulent absolument que le peuple hébreu soit rassemblé sur la terre de Palestine, et afin de pouvoir faire revenir le Messie. Ils y croient, j'y peux rien, mais c'est comme ça. N'oubliez pas que le président Bush commençait les réunions de son cabinet personnel, puisqu'il n'y a pas de gouvernement aux États-Unis. Il y a c'est un régime présidentiel, moins présidentiel peut-être qu'en France, mais pas de gouvernement, pas de il y a des ministres, mais qui sont à la tête d'administration. Donc on a une administration Bush, et le président Bush commençait ses réunions par des prières. Il avait fait introduire aussi dans la Constitution un petit codicile caché dans un coin, l'application, la prééminence des lois noaïdes, noachides, loi de Noé, qui est en ferme une forme de judaïsme adapté à la gentillisse. La gentillisse, c'est nous, ça vient de gens, le païen, l'homme de la terre, que les juifs appellent les goïms, le goï ou les goïms. Et donc, monsieur Bush, fils, Junior avait fait introduire les lois noaïdes ou noachides dans la Constitution américaine. Mais ça, c'est caché dans un coin. Cherchez et vous trouverez. Eh bien, l'Amérique, pays profondément religieux, Monsieur Trump en tient compte. Israël, l'Église catholique avait un beau jour découvert que les Judéens étaient les frères aînés de l'Église, ce qui n'est pas tout à fait sûr, hein. Même pas sûr du tout. Moi, je récuse la notion de judéo-christianisme, ce qui ne veut rien dire. Notre Messie est arrivé, eux attendent le leur. Nous sommes une religion du pardon et de l'amour universel. Eux, c'est une religion de la vengeance et même du génocide. Relisez le livre de Josué ou les Nombres 31, comment Moïse fait massacrer les gens qu'il n'aime pas. Et bien, mais ça, c'est de la métaphysique, c'est pas de la métaphysique, c'est de l'histoire théologique. Eh bien, cette Amérique judéo-protestante porte un regard qui n'est pas le nôtre sur le sort, le devenir, la destinée de la Palestine et de l'État d'Israël. Il n'y aurait plus de conflit depuis longtemps à Gaza, il n'y aurait plus de massacres. Encore 93 morts il y a quelques jours, 300 blessés pour tuer putativement pour tuer un responsable du Hamas. D'après The Lancet, qui fait journal médical, qui a une autorité mondiale, nous serions non pas à 37 000 morts, comme le dit le ministère de la Santé, qui est en fait le porte-parole du Hamas, le ministère de la Santé palestinien.
enfin Gazaouis, nous serions à 186 000. Vous voyez, c'est pas le même chiffre, c'est pas la même dimension. Donc là, on peut parler effectivement de grands massacres, de carnage et même de comportement d'épuration ethnique. Le mot n'est pas trop fort. Et comme l'a fait la Cour de justice internationale, de pratiques à caractère génocidaire. Vous voyez, je suis prudent, je dis pas que c'est un génocide, je dis que ce sont des pratiques qui revêtent l'aspect et le caractère d'un génocide plus ou moins déguisé. Donc, Monsieur Trump a déjà fait déménager, ce que n'a pas fait la France, hein, l'ambassade des États-Unis de Jérusalem, de Tel Aviv à Jérusalem. Il a reconnu l'annexion du Golan, qui était occupé, je crois, depuis 1967, mais qui n'était qu'occupé, les collines du Golan, qui n'ont aucun intérêt stratégique. Autrefois, on disait, les missiles, ça passe par-dessus les collines, mais c'est un prodigieux réservoir d'eau, voilà. C'est un château d'eau, et ça, les Palestiniens peuvent tirer la langue. Le château d'eau est réservé aux élus. C'est normal. Ils sont élus. Eh bien, donc Monsieur Trump, lui aussi, a son électorat, ce sont les sionistes chrétiens, les super évangélistes, sachant qu'il y a aussi des évangélistes qui occupent des positions opposées. Tout ça est assez compliqué. On parle de l'Orient complexe, mais l'Amérique, ça l'est tout autant. Hein, et si nous, pays déchristianisés, convertis à l'athéisme, et même à l'athéisme militant, et même peut-être à l'islamo-gauchisme, à l'islamo-wokisme, on ne peut pas comprendre ça, comme on ne peut pas comprendre le Proche-Orient, où la plupart des personnes la plupart est croyante et croient mordicus, comme nous il y a 5 siècles, au paradis et à l'enfer. C'est pourquoi d'ailleurs il y a un certain nombre d'actions, d'attentats qui sont incompréhensibles, parce que on risquerait d'aller en enfer et on ne veut pas y aller, ce qui me semble à peu près naturel. Mais nous avons largué les amarres, nous sommes loin de tout ça, et donc nous ne pouvons plus comprendre aujourd'hui des mentalités qu'on qualifiera de moyenâgeuses, qui n'ont rien de moyenâgeuses, puisque ce sont celles aussi, ces mentalités qui sévissent ou qui prospèrent aux États-Unis.